Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes. Un petit coucou à notre spectateur en Laponie, on a appris son existence, on espère qu'il a pas trop froid quand il nous regarde. Pour commencer, l'habituelle date qui casse les préjugés sur le fait que la culture geek serait quelque chose de récent, 1890, naissance de H.P. Lovecraft, le créateur notamment du mythe de Cthulhu. Alors, ils ont peut-être des créatures bizarres chez eux, c'est notre équipe de journalistes, spécialistes et experts, RL, journaliste et blogueuse, le romancier Laurent Kessy, l'acteur, réalisateur, auteur Sébastien Rassia, qui travaille souvent en binôme avec ce personnage avec une chemise hawaïenne, Frédéric Molas, et Rurik Salé, journaliste, compositeur de talent et comédien. On n'oublie pas non plus François, qui sera en duplex avec nous depuis chez lui. Et oui, François est un travailleur acharné. Et tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez X-Files, le jeu, la fin des aventures de David au MIPCOM, la poésie japonaise, l'interview carrière du dessinateur Jean-David Morvan, l'histoire du cinéma X français, oulala, la série culte Le Prisonnier, Baptiste et Nico qui se penchent sur la vie éternelle, le film OVNI Steak, le talent web Romain Lambert et l'incontournable Shopping List. Retrouvons toute notre équipe sur le plateau. Si vous avez faim, ça tombe bien, on va vous parler de steak. Rubrique cinéma avec Rurik. Et là, j'ai envie de dire, le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Voilà. Comment ça ? Ça pourrait très bien être la fin de la rubrique, mais c'est le début. C'est d'une des phrases qui m'a le plus marqué dans ce film, qui est Steak. Pourquoi il s'appelle Steak ? Aucun rapport avec le film. No reason. Aucun rapport avec le steak. Bien sûr. J'ai envie de dire quelques images. On s'en bat le steak. On s'en bat le... Je me suis fait refaire. Tu t'es fait refaire la tête. Ah, mais on dirait Eric et Ramsey. En tout cas, Eric. Dans un bon film, Eric et Ramsey. À plat ventre. Oui, car il s'agit ici de Steak, un film incroyable de Eric et Ramsey signé Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau, qui a depuis signé donc le No Reason Movie Rubber, et puis Wrong, voilà. Je pensais pas te voir un jour parler d'un film avec Eric et Ramsey. Écoute, Eric et Ramsey sont des mecs incroyables. Alors, il faut peut-être commencer. Ça, c'est les Shivers. Je tiens à dire que le chef des Shivers. Ah, j'ai plein de choses à dire. Le chef des Shivers, là-dedans, c'est. Kavinsky. Kavinsky. Tu es l'un des rares à le savoir. C'est Kavinsky, le mec qui a créé le tube générique de début de Drive. Allez tous avec moi. Alors voilà, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Eric et Ramsey, d'abord, j'ai envie de les remettre un petit peu à la place qu'il aurait dû, c'est-à-dire vraiment des mecs qui ont envie de faire des films étonnants et qui ont peut-être jamais eu. Pas quoi en fait. Bah écoute, ils essaient des trucs. Alors il y a des concepts des fois qui fonctionnent pas, mais qui partent. Seul, ça avait l'air cool. Seul tout, par exemple. Tout seul dans Paris. Bon, je trouve que le film est. Et là, faut savoir que. Ils sont allés chercher Quentin Dupieux, qui avait fait un film autoproduit. Quentin Dupieux avait gagné beaucoup d'argent avec Monsieur Oiseau, sa créature flatérique, etc. Vraiment, et de son propre aveu, il avait dépensé son argent pour faire un film qui s'appelait Non-Film. Voilà. Et Eric et Ramsey étaient en train de monter un truc dans une pièce adjacente au montage de Non-Film, et ils n'arrêtaient pas de venir voir le truc. Et ils étaient morts de rire, ils se tapaient dans les côtes, et ils ont dit à Dupieux, on veut que ça soit toi qui fasses notre prochain film. Et les producteurs qui s'occupaient d'Eric et Ramsey ont dit, non, vous allez faire une grosse comédie. Quoi. Vous allez refaire une bonne comédie potache. Ils ont fait non. À cette époque, ils pouvaient imposer leur truc. Ils ont dit, on veut faire un truc avec Dupieux. Donc déjà, c'est eux qui sont allés chercher Dupieux en disant, on veut faire un truc vraiment absurde. Ils ont quand même cet esprit, ils ont cette recherche de la folie. Et ils sont allés chercher donc Dupieux pour faire un film qui s'appelle Steak. Il n'y a pas de steak dans le film, ne cherchez pas. Et c'est l'histoire de Blaise Rouleau, voilà, super nom de personnage. C'est donc Eric et ses cheveux magiques qui se fait accuser à tort d'avoir tué des gens. Il y a un massacre, etc. En fait, c'est Ramsey qui l'a fait. Donc se fait enfermer camisole de force pendant des années. Quand il ressort, il est dans un futur proche où tout a changé. La mode, c'est de se faire opérer le visage et d'être retouché à la chirurgie. Donc il se réveille dans ce futur bizarre. Ramsey a cette tête complètement refaite et il est complètement perdu, Eric Judor. Et pour être au top tout simplement, il faut faire partie de la bande des Shivers. Les Shivers, le chef, c'est donc Kavinsky. Dedans, il y a aussi Jonathan Lambert. Et donc voilà, alors Blaise Rouleau, il est un petit peu perdu. Il essaie de retrouver son pote Ramsey. L'autre, il dit ah non, tu crains maintenant, moi je veux être un Shivers. Donc pour essayer d'être cool, il n'a pas les moyens de se faire une chirurgie, il s'agrafe la gueule, donc il la tire, il fait et c'est complètement surréaliste. Ils boivent du lait, les Shivers aussi. Ils boivent du lait parce que l'alcool c'est la loue, c'est boire du lait, c'est cool. Et la tête de Ramsey, tu te demandes où est le maquillage, c'est surréaliste. Aussi une espèce de décor américain mais qui n'est pas vraiment. C'est assez... Il y a un côté un peu grise, moi je trouve. Exactement, il y a un côté grise, mais en fait c'est comme dans tous les films de Tellier, pas de Tellier mais de Dupieux, t'as ce côté, c'est complètement fou, c'est absurde, mais il y a une vraie tristesse et une vraie violence aussi, parce que Rubber c'est marrant, mais le pneu c'est vraiment une raclure.
brûlure quand même. Il fait exploser des animaux, il tue les gens. Là c'est pareil, c'est très très brut. Alors, c'est un film qui est sorti en 2007 mais qui a fait à peine 300 000 entrées. Ouais, en fait. 300 ou 400 000 entrées, ce qui était très peu pour Eric et Ramsey, mais ça reste vraiment leur meilleur film. Et vraiment, j'insiste là-dessus avec peut-être des trucs comme 99 francs de Yann Kounen, l'une des comédies les plus incroyables des 15-20 dernières années en France. Vraiment, c'est hallucinant de créativité du début à la fin. Tu sais jamais où ça va et c'est complètement fou, c'est complètement libre. Et que Dupieux, qui est plutôt habitué au petit budget et bénéficier d'autant d'argent et de promotion pour un film pareil, c'est un accident heureux. C'est vraiment un film qui vous fait aimer une fois de plus le cinéma français, quoi. Eric et Ramsey, c'est de très bons acteurs de doublage. Je voulais juste préciser, ils ont travaillé sur Rats notamment, qui donne complètement l'identité au personnage et à la série. C'est vraiment de très très bons acteurs de doublage. Et savez-vous que sur le magnéto qui va suivre, c'est mes aventures, la fin de mes aventures au MIPCOM. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. C'est le MIPCOM, c'est le grand marché de la télévision. Étape obligatoire d'être ici? Oui, bien sûr, le MIPCOM et les MIP TV sont les lieux où se font les ventes et les achats de contenu. Si on n'est pas ici, autant être nulle part. Il faut être à Cannes, il faut être au MIP. Eh bien, voilà une bonne excuse pour rester au soleil, David. Oh là là, je le hais, je le hais, ah, je le hais. Donc à MIPCOM, il n'y a pas que des tout petits stands qui sont dans les sous-sols, il y a aussi cette partie-là. Alors là, c'est la partie des gros mastodontes, des gros studios américains. Il y a Warner, il y a Fox, il y a HBO, il y a même la BBC, on voit là-bas, ils ont tout un étage, donc c'est BBC Worldwide. Donc voilà, alors c'est un peu moins funky à voir parce que c'est vraiment des gros endroits où se font des grosses négos. Alors il y a des gardiens à l'entrée, donc encore ambiance un peu videur de boîte de nuit. Mais on va aller jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont affichées, qui sont vendues un peu partout. Parmi les plus grosses ventes, bien évidemment, les incontournables The Walking Dead et ses zombies, ou encore Mad Men. Un jour, il y aura des poupées Fred et Seb aussi ici. T'es sûr, David ? Alors effectivement, c'est plus accessible dans la partie MIPCOM à l'intérieur du Palais des Congrès. Ici, vous avez pas mal de gros stands, alors forcément des gros studios. Vous avez Disney avec encore quelqu'un à l'entrée. Plus loin, vous avez Sony et Fremantle. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qui est toujours assez chelou et qui m'étonne toujours à chaque fois que je vais au MIP. C'est-à-dire que les gros studios communiquent sur les séries donc, qui commencent aux États-Unis. En général, elles rentrent en diffusion vers octobre. Ce qui fait que souvent, on vous présente toutes ces petites affiches que vous avez là. Et par contre, il y en a certaines qui sont déjà presque au bord de l'annulation, ce qui est le cas de Mob Doctor, qui a tellement été un four là sur les 4 premiers numéros aux États-Unis que vous allez avoir le risque d'acheter un programme qui n'existera bientôt plus. Bon, par contre, Breaking Bad, c'est de la balle. Plus inaccessible que les stands des gros studios, vous avez maintenant les yachts. Alors là, les yachts, c'est la partie vraiment business bling-bling. Pour y aller, il faut des gros cigares, à mon avis. Et peut-être qu'on peut partir en vacances avec eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est là où se font vraiment les gros deals. Cette année, on a Harvey Weinstein, donc de Weinstein Company, ex-patron de Miramax, qui, à mon avis, n'a pas dû trop bouger de là, en fait. Donc voilà, c'est là que tout se fait. Alors, je ne sais pas combien ça se vend, hein, très honnêtement. De toute façon, je n'ai pas l'argent pour monter sur ce yacht. Hello, I can travel with you? Vous êtes français? Je peux partir avec vous? Vous partez où, là? Ah mince, définitivement aucune chance de passer une semaine sur un yacht gratuitement. Ça, c'est ce qu'on appelle un vent. Allez, repars dans les allées. Donc là, on arrive dans le gros stand US. Alors attention, très indépendant, on a HBO, donc la chaîne payante américaine, une sorte de Canal+ américain. Alors Game of Thrones, c'est assez marrant parce que les gens pensent que c'est un gros carton d'audience aux États-Unis, mais ça fait 2,3 millions de téléspectateurs, ce qui est vraiment pas énorme. Il y a Trem, qui est une des séries préférées de Monsieur Laurent Kessy. Il y a Eastbound and Down, qui est une des séries préférées de François Descraques. Et Girls, qui est forcément une série préférée de Rurik. Dans la catégorie Ils ne sont pas morts parce qu'ils sont présents au MIP, Christian Slater est bien en vie. Le meilleur stand du MIP, selon moi, Jim Henson, si tu nous regardes. Voilà, Dark Crystal, Labyrinthe, que des choses complètement geeks. Ça le fait. Ça, je voudrais bien ça sur notre plateau. Hein, les gars? Et si l'on allait voir les pays du froid? Alors, que fait-on à Nordic World? C'est un distributeur pour tous les pays nordiques. Donc, il vend tous les produits des pays nordiques. Alors, on vient parce qu'il y a le soleil, on vient parce qu'il y a, je sais pas, 7000 ou 8000 personnes ici qui vendent et qui achètent des produits. Et que c'est le moment vraiment de pouvoir voir tout, à un endroit, de reprendre contact au niveau des contrats et du tout. Donc c'est un marché, comme on vend des chaussures, des frigos, c'est un marché professionnel, quoi.
Alors je pensais comme titre d'adaptation de plus ou moins geek pour les pays nordiques à Flust Geek. Est-ce que c'est un titre vendeur? Oui, c'est pas mal. On pourrait faire Hvordan går det med deg? That would be better. Bah merci beaucoup. Je vous en prie, bonne chance. Voilà, un grand moment. Il faut venir au MIP pour pouvoir le dire. Je remercie mon papa, ma maman. C'est le Emmy Award de la meilleure émission geek. Et puis comme on est les seuls, bah voilà quoi. Et voilà, mes aventures au MIPCOM touchent à leur fin. Voilà, dans un cadre de travail qui, comme vous le voyez, est exécrable. Puisque nous sommes à Cannes, il y a de l'eau, il y a du sable, il y a le soleil couchant et mon hélicoptère qui est là-bas. Nous étions donc au cœur du plus grand marché audiovisuel de programmes au monde. On a ramassé plein de petits cadeaux, regardez, oh c'est mignon. C'est tout ce qu'on a shippé sur des stands. Et pour finir, je vais goûter ce petit gâteau que nous a offert la télévision turque. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, je vais prendre 20 kilos devant vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Dans tous ces épisodes, effectivement, j'ai passé mon temps à voler des choses sur les salons du MIP, sur les stands, c'est pas très joli. Notre salaire, enfin. Donc tu seras payé. Ce petit truc-là, je pense que c'est pour toi, RL, je ne sais pas ce que c'est. pour Seb. Moi, c'est marrant. J'ai un badge avec une petite fille qui rigole, ça sera pour toi. J'aurais pensé à Fred aussi. Ça, c'est un cadeau à déballer. Ok. Et j'ai aussi alors des DVD, je ne sais absolument pas ce que c'est des programmes qui viennent d'Afghanistan, Amazing Race. d'Estonie. Je vous ai sélectionné j'adore le meilleur du meilleur et un DVD d'un manga que je vais donner aussi à Fred. Eh, on a des vieux screeners gratos de merde et eux, ils ont des super trucs. Eh, c'est pas normal. Je précise. Oh, j'ai des faux Lego, trop bien. Moi, j'ai Afghan Luke. Alors, est-ce que c'est Skywalker? Je sais pas, mais j'ai Afghan Luke. Afghan Luke. Tournez. Les plus beaux cadeaux, je les ai bien évidemment gardés. Et tout de suite, on attaque avec les jeux vidéo. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Donc moi j'aimerais parler d'un jeu qui est encore tiré d'un truc très très connu, d'une série culte. Donc je vous laisse regarder les images, vous allez capter de suite. Est-ce que c'est culte? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est Jamais vu. Qu'est-ce que c'est Quand je vois un X, en général. C'est Californication, peut-être? Exactement. Ou alors ça peut être Évolution. California. Et Laurent que C'est très bien badass, vous avez vu. On dirait les previously, c'est les trucs avant les épisodes. Oh, putain, alors lui là, lui. Vous savez, Skinner? C'est Mitch Pileggi. Oui, mais qui c'est? Il était dans le Soccer dans le West Craven. C'est du in-game, ça? Oui, c'est du in-game. Du in-game. C'est-à-dire C'est le jeu est comme ça. Et ce jeu à 15 ans, C'est pas la hyper classe, cinématique. quoi. Seb. Donc voilà, mais c'est encore un point and click, décidément. J'en ai marre des point and click. Et un point et on clique. Mais c'est ça, le truc qui est vraiment génial dans ce jeu, c'est que pour le coup, c'est pas que des images figées, c'est 80% de vidéos. Donc on a vraiment l'impression de jouer un épisode de X-Files. Il y avait je sais pas combien de CD sur. Il y avait deux versions, enfin moi je me rappelle de la version PC, c'est celle que j'ai eue, Moi, j'avais où il y avait 7 CD dessus. J'avais la version PlayStation, je sais plus s'il y avait autant de CD, mais. C'est ça, Dans c'est la de la PlayStation, vidéo, alors c'est gros. la version PlayStation est sortie en 98, un an après, il y avait que 4 CD. Donc Mais tu passes ton temps à. non mais oui, changer Parce que le les jeu est CD, en ouais. vidéo, donc du coup, il faut que les scènes soient. donc le jeu est hyper classe, mais à l'époque voilà, les lecteurs CD étaient pas puissants. C'était la folie X-Files aussi, c'était vraiment. Et c'était la folie X-Files parce que Oui, il y a 10 saisons, 97. Carter, c'est un truc de fou quoi. L'épisode aussi est écrit par Chris Carter, donc c'est vraiment l'ambiance de la série. Et en plus de ça, Ça a duré un quart d'heure, je me souviens. Tu as dit Ah, je l'ai déjà. On ne peut rien contre moi. On va te le mettre autour du cou, en fait. Je te donne Afghan Luke alors, pour la peine, parce que tu le mérites. Ça va finir comme dans Koh-Lanta, vous êtes éliminé. Seb. ce jeu m'a marqué parce que voilà, c'était sorti et voilà, au moment où la série était à son maximum de popularité, c'était cultissime. Le truc, c'est qu'on incarnait pas Mulder et Scully en fait. On les voyait au début de la séquence, on les voyait disparaître, en fait, ils étaient capturés. Et enfin, il y avait un gros flash blanc et le générique hyper classe et tout, donc tout en vidéo, donc ça faisait baver. Quoi? Non, oh pardon. Non, ça n'a pas X-Files. C'est scandaleux. Attendez, on me dit dans mon oreillette que je viens d'être licencié. Oh la vache, la version Ennio Morricone X-Files. Donne-toi de la honte, s'il te plaît. Robert Nixon, quoi. Bah, je pense que là, tu le mérites. Hein. J'avais vu ça. Tu le gardes jusqu'à la fin. Hein. Donc peut-être dans la version estonienne, c'est possible, Tu peux mais même te le coudre, je crois. Non, c'est Mark Snow, donc c'est... Mark Snow qui a fait de la musique pour Alain Resnais.
D'accord. Plein de fois, ouais. Très bizarre. Voilà, le truc c'est que c'était un point and click en vidéo, genre parce que je reviens sur le sujet parce que tout le monde s'en fout, mais mais donc c'était un vrai point and click en vidéo et donc on alternait en fait, t'avais des phases où tu te baladais sur la souris et qui déclenchaient des séquences vidéo, enfin voilà, donc c'est comme ça. Par contre, pour trouver des indices, c'était assez chaud. Le jeu était assez dur à ce niveau-là. C'était chiant ou c'était t'avais envie d'avancer? Non, le point and click, si tu veux jouer à des bons point and click, tu joues pas à X-Files, c'est sûr. Faut vraiment être fan de la série pour faire ce jeu. Comment ça se passe l'interactivité du coup avec les objets dans le décor, vu que c'est du film? Mais tu passes ton curseur, il y a une légère surveillance, c'est-à-dire le curseur change d'icône en fait, et tu vois qu'il y a une interaction à faire. Donc, tu regardes par rapport à tes objets. Là, ce truc qui m'a fait rigoler quand tu me l'as raconté, c'était la scène dans l'hôtel, c'est ça? Et par exemple, là, c'est une scène où on doit retrouver la sonnette. Ouais, voilà, l'hôtel où Mulder et Scully ont séjourné, et donc on demande des informations à la réceptionniste. Et il y a une petite sonnette sur la table, et on peut l'activer quand on veut. Donc on peut lui parler, on fait bonjour, oui, voilà, on lui montre la plaque parce qu'on peut montrer la plaque du FBI. Et on dit oui, je suis à la recherche de Mulder et Scully, machin. Alors la femme répond, et juste après, on peut mettre des coups de sonnette. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça fait n'importe quoi, du coup, ça fait bonjour, je suis du FBI. Ding, ding, bonjour, je suis du FBI. Tu peux faire ça en boucle, voilà, c'est pas bloqué. Et comme c'est toujours drôle, tout le monde le fait. Et c'est super drôle, il y a plusieurs séquences. Donc au début, la femme s'énerve un peu, et après, oh, mais je vous ai dit d'arrêter. Et bing, tu remets un coup de sonnette. Il y avait plein de trucs marrants, du genre par exemple, quand t'es dans ton bureau aussi au début, tu peux cliquer, t'as des objets que tu n'arrives à rien. Par exemple, il y a un scotch, tu cherches, tu passes ton curseur, tu actives le scotch, et le mec se met un morceau de scotch sur le nez. Non, ça ne sert à rien. Ça a été filmé, hein, donc voilà, caméra, action, lumière, tac. Le truc qui est cool aussi, c'est que tous les doublages en français sont les vrais, sont ceux de la série. C'est-à-dire qu'on croise Mitch Pileggi et Skinner. Il a le vrai doublage français. Tous les personnages ont les bons doublages. Écoutez, moi je vais faire un truc qui est très simple. Je vais point and cliquer avec une souris virtuelle pour lancer l'interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Voilà un des scénaristes de BD les plus prolifiques actuellement. On doit à Jean-David Morvan, né à l'aube des années 70, des séries cultes comme Apolline, disparue il y a 8 ans, Horde, Wolverine Sodade, 7 secondes, Le cœur des batailles, Eldorado, Mecha, Nomade et des dizaines d'autres. Prolifique, ça c'est sûr. Quelle BD t'a fait connaître ? J'ai fait beaucoup de bandes dessinées, mais la bande dessinée, on va dire, qui est mon best-seller, c'est celle qui est juste derrière, avec la fille qui a des bandes partout sur le corps, qui s'appelle Nevis, et la série s'appelle Sillage. C'est une série de science-fiction dans un sous-genre qui s'appelle le space opera. Ça veut dire qu'on se promène de planète en planète et on suit cette jeune fille qui est la seule humaine parmi des milliards d'extraterrestres. Parle-nous de Sillage. En fait, sur Sillage, le concept était clair dès le début. Il a d'ailleurs fallu se battre presque un peu avec le lecteur pour lui faire accepter. C'est-à-dire qu'on va raconter la vie de l'héroïne. Donc c'est presque une série de one-shot qui se succèdent les uns après les autres, même s'il y a un fil conducteur qui est elle. Mais en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est de la faire grandir et surtout évoluer dans un monde où il n'y a pas d'autres êtres humains. On en a croisé quelques-uns, mais disons, elle est obligée de se définir par elle-même. Avec aussi le postulat que finalement, autour de nous, tous les gens qu'on rencontre, même s'ils ont l'air humains, ils sont un peu extraterrestres. C'est-à-dire on a du mal à comprendre leurs tenants et leurs aboutissants, puisqu'on ne connaît pas leur histoire profonde. À chaque fois, on essaye de prendre une thématique et de l'explorer. Et en même temps, on essaye de mélanger ça avec quelque chose d'un peu social ou en tout cas sociétal. Ta BD est sortie aux États-Unis ? Ouais, on l'a sorti aux États-Unis, mais c'est aussi une question de format en fait. Donc le format est différent au Japon, en Amérique et chez nous. Et donc c'est un peu complexe de faire coïncider tout ça. Donc peut-être avec Internet, enfin en tout cas avec le web, on réussirait à faire quelque chose. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a personne qui achète sur Internet pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est encore un peu flottant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la BD ? La première, moi j'en ai lu beaucoup, même jeune, parce que mon oncle avait des Lucky Luke, je lisais Strange, toutes les BD de super-héros. Mais la première qui m'a vraiment donné envie de faire de la bande dessinée, c'est Valérian. C'est un copain qui m'a offert Métro Châtelet, direction Cassiopée, un des albums de Valérian. Il se trouve qu'il était à suivre. Et moi, je ne savais pas combien de temps il fallait pour faire une BD, ni rien de tout ça. Donc j'ai découvert une librairie de bande dessinée dans ma ville à Reims, pour aller leur demander la suite, qui allait sortir 1 ou 2 ans après. Et donc je l'ai découvert, et en entrant dans la librairie, j'ai découvert plein de choses formidables. Et comment es-tu passé professionnel ? Avec 3 copains dessinateurs, je leur ai écrit des scénarios. On faisait déjà des fanzines ensemble quand on était à Reims chez nous avant d'aller à Bruxelles. Et donc je me suis dit, essayons de faire des albums et d'aller voir des éditeurs. Et il se trouve que j'ai réussi à rencontrer un éditeur qui s'appelait Zenda, qui nous a signé un projet. Dans la foulée, j'ai rencontré les gens de chez Glénat. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Qu'est-ce qui a forgé ton style ? C'est vrai que dans le format 46 pages,
on se sentait un peu étriqué à l'époque. Donc comme on avait déjà tous les mangas, moi j'avais eu la chance d'aller au Japon avec mes parents. Et donc j'ai découvert tout ça, qui existait déjà un tout petit peu, mais vraiment pas tellement. Et donc voilà, ça a fait partie vraiment de mes influences, au même terme que la BD européenne et la BD américaine dans Strange avec les X-Men de John Byrne ou le Daredevil de Frank Miller. Tout ça, ça s'est mélangé naturellement pour moi. Donc je pense que c'est ça qui a créé mon style. Parle-nous de ta méthode de travail. Ma méthode de travail, c'est de m'asseoir dans mon canapé avec mon ordinateur et d'y passer des heures. Voilà, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour avancer. Je sais qu'il y a un truc que je fais beaucoup parce que je travaille toujours devant la télé. Donc en fait, il y a... sur la télé, j'en avais parlé à Pierre Christin, qui était d'ailleurs, j'étais content, qui faisait un peu la même chose de temps en temps. En fait, en zappant d'une chaîne à l'autre et parfois sans le son, on a des chocs visuels qui amènent des idées. Donc j'essaye de nourrir mes histoires d'actualité ou de choses qui nous préoccupent aujourd'hui, même si c'est de la science-fiction ou de l'historique. Comme je sais que je ne vais pas parler aux extraterrestres dans 3000 ans, même si c'est de la SF, j'essaye de parler à mes lecteurs d'aujourd'hui. Donc c'est ça ma principale inspiration. Jean-David est aussi reconnu pour être un véritable découvreur de talent. Une vocation ? J'aime bien les bons dessinateurs, donc j'essaye de les trouver là où ils sont. Et comme c'est un plaisir pour moi de voyager, j'ai lié les deux assez normalement, quoi. Ma dernière découverte n'a pas encore fait de BD, mais ça viendra. Mais parmi ceux que j'ai trouvés en Chine, il y a Wang Jiawei là, qui vient de sortir un album chez Dargo qui s'appelle Zaya, le tome 2, et qui est quand même une vraie bête. Jean-David milite aussi pour une mondialisation de la BD. Parle-nous de ce combat. C'est pratiquement le seul secteur où quand on sort une BD, on la fait que pour un territoire donné. C'est incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, les fabricants de jeux vidéo, ils se diraient pas, on va faire un truc que pour la France. Voilà. Et donc en France, si on fait des trucs que pour la France. L'exception française, pour ça, un peu pesante, parce que finalement, tout le monde connaît Dragon Ball, tout le monde connaît Spider-Man, mais personne ne connaît Spirou, quoi. Donc c'est un peu étrange, on est vraiment à la traîne là-dessus et ça c'est dommage. Donc il y a des choses à réfléchir mais personne n'a l'air d'y mettre trop du sien, puisque visiblement chacun se satisfait bien de son territoire, ça n'a pas l'air d'être la crise pour tout le monde, donc voilà. On sait que Laurent et toi, vous vous connaissez bien. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec lui ? J'espère que la BD qu'il avait faite justement avec une de mes découvertes qui s'appelle Juzen pour Glénat va se faire bientôt, puisque c'est une histoire un peu compliquée, c'était un peu complexe avec un éditeur qui est pourtant mon ami normalement, qui a bloqué l'album qu'ils étaient en train de faire presque au dernier moment, ne voulant pas le sortir. Donc on a réussi à trouver une échappatoire, mais en la trouvant, il a fallu que quelqu'un qu'il fasse une autre série pour rentrer chez cet éditeur. Donc bref, j'espère que cet album-là sortira, ce sera bien pour tout le monde. Et puis voilà, puis ça donnera un peu aussi peut-être un pied à l'étrier à Laurent pour faire un peu plus de BD, même s'il en fait déjà. Mais bon, bref, voilà. Ça, c'est les aléas de la bande dessinée. Je suis sûr que le temps de cette interview, Jean-David a écrit au moins 2 ou 3 scénarios. Peut-être que je serai dans le prochain, du coup. J.D. Morvan. Oui, que je connais, qui travaille lui aussi sur les adaptations de Stéphane Vull, dont j'ai parlé dans une émission précédente. Et lui, il adapte Homme sans série. Voilà. D'accord. Je n'ai pas de lancement pour RL. Débrouille-toi. Jingle. Rubrique culture japonaise avec RL. Alors je vais faire plaisir à certains qui râlaient, voilà, culture japonaise, il y a culture. Donc j'ai parlé de culture, j'ai parlé de la poésie japonaise. Quand on parle de poésie au Japon, non mais là... Quand on parle de poésie au Japon, on pense à... haïku. Voilà. Faut savoir que la poésie au Japon, c'est une tradition qui a plus d'un millénaire. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été affectionné par les Japonais. Et le plus simple, c'est de regarder quelques images de poèmes. D'auteurs, de poèmes, voilà. Yosano Akiko, qu'on voit là. C'est ma première femme. Hiroshige. Ça, on dirait... Oui, bah voilà, c'est ça, il est hyper connu. Non. Alors, il faut savoir que la poésie japonaise, ça s'appelle waka au Japon, ou uta, qui veut dire chant. Puisqu'à la base, les premières compilations qui sont aussi les bases de la mythologie japonaise, qui s'appellent le Kojiki, le Nihonshoki, qui ont été écrits au 8e siècle, sont des compilations de chants anonymes. À cette époque-là, il n'y a pas encore de forme fixe, mais à la fin du même siècle, le Manyoshu, qui est une compilation vraiment de poèmes, va fixer, il y en a 4500 à peu près, non, ils vont fixer les premières vraies formes de poésie. Il n'y a rien de plus ancien, en fait, qui a été écrit. Mais ils n'avaient pas l'écriture, en fait, ça arrivait de la Chine, l'écriture. Mais... Voilà, je ne vais pas tout présenter parce qu'il y a beaucoup de genres, évidemment. Les principaux du Moyen-Âge japonais, qui s'appelle les Heian, on a le Choka, qui est le poème long. C'est une série de paires de pentamètres, heptamètres, donc c'est 5, 7, 5, 7, Je 5, vois 7. qu'il y en a qui essaie de concurrencer Laurent. Voilà, de nombre indéfini et qui est toujours clos par un heptamètre. Il faisait de la poésie avec des tableaux Excel à l'époque, je me souviens. C'est pas faux.
Et donc le tanka fonctionne sur le même principe, c'est un poème court. Donc il y a 2 paires pentamètre, heptamètre et une dernière paire qui clôt à chaque fois, un dernier heptamètre qui clôt. Donc en fait ça fait 5, 7, 5, un premier coup, un premier strophe, et 7, 7. C'est important parce que ce 5, 7, 5 du tanka va donner le haïku. C'est vraiment les uns découlent des autres à chaque fois. Et ce tanka, il est important parce qu'en fait, il va servir de base à la correspondance mondaine à l'époque. On s'écrivait des petits mots, voilà, on n'avait pas les SMS. C'est bien ça. Voilà. Et donc, quand on était noble, haïku après. LOL, MD. quand on devait envoyer un petit mot à quelqu'un, tout noble, Elle est bien ta vanne. tout le monde de la cour se devait de maîtriser les codes de la poésie. Alors, Non, la c'est vachement particularité... bien. On imagine que nous, il faut écrire une lettre d'amour en alexandrin. Tu vois. Voilà, alors la poésie japonaise, elle se démarque un petit peu parce qu'il n'y a pas de rime. Elle fonctionne, la langue ne le permet pas, donc elle fonctionne sur la rythmique et les jeux sonores, en particularité les homophones. La langue japonaise est pleine d'homophones, des mots qui sonnent exactement pareil mais qui ont divers sens. Ça permet de Avec les mots. Ça permet de donner à un mot 2 significations dans la même phrase, en fait. Ils vont beaucoup jouer avec ça. Et puis, il y a aussi toutes les images, il y a plein de codes et d'expressions parallèles. Donc, je vais donner un petit exemple, un texte qui vient du Kaggle. Donnez-moi des bons Mais oui, c'est sérieux. Donc, c'est un échange, un homme et une femme qui peuvent pas se voir et qui vont s'envoyer donc 2 petits tankas comme ça. La première dit, alors le premier dit, à force de pleurs, j'ai trempé d'une rosée mon vêtement retourné. Et le ciel vient de surcroît répandre une ondée. Elle lui répond, au feu de l'amour, ils auraient dû se sécher. Comment se fait-il que nos vêtements retournés soient ainsi trempés? Est-ce qu'à la fin... Attends, j'ai des explications pour comprendre. Déjà, le fait de mouiller sa manche, en fait, ça exprime tout le sentiment de tristesse. C'est en fait les pleurs, les grandes manches à cette époque-là. Retourner le vêtement, en fait, c'était une espèce de superstition qu'on avait. On faisait ça avec le vêtement de nuit pour pouvoir rêver de la personne qu'on aime. Voilà, et donc il va y avoir plein de petits codes comme ça. Ensuite, ça va un petit peu évoluer, donc avec le haïku, mais même le tanka va prendre des formes un petit peu plus humoristiques. On va avoir vraiment plein de choses. Par exemple, Takuboku va écrire « Quand j'ai envie de mourir, je vais au cabinet pour fuir les regards et prendre une expression terrible ». Voilà. D'accord, moi j'aime bien. Plus récemment, pour montrer aussi la modernisation, Tawara Machi écrit « Sans plus de façon qu'on se lève de la table d'un fast-food où l'on sert des hamburgers, il faut quitter les hommes ». Voilà. Écoute, moi je trouve que ça s'inscrit dans l'époque aussi. Le truc, c'est que c'est traduit, donc le côté poésie, jeu sur les mots. Voilà. Donc tu as toujours un paquet de notes comme ça en bas de page pour expliquer toutes les subtilités du truc en fait. Et des fois, tu as les traductions doubles avec un slash, désolé pour le terme, et d'un côté un premier sens, de l'autre côté l'autre sens, pour qu'on puisse comprendre la dualité du texte. Eh bien écoute, tu me lances une perche que je saisis au vol. On va parler de double sens aussi dans l'enquête qui suit. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Je crois que j'ai trouvé comment réaliser un pic d'audience pour Plus ou moins geek. Rencontre avec Jacques Zimmer, the historien français du cinéma X. Et oui, comme le dit David, un bon geek est un geek curieux. Et moi, là, je suis très curieux. Les premiers films pornographiques ont fait leur apparition peu de temps après l'invention du cinéma par les frères Lumière. Ils se tournaient principalement dans des maisons closes avec pour acteurs, entre guillemets, des prostituées et leurs clients. Ah oui, c'est sympa. Le cinéma pornographique, qu'on appelait aussi cinéma de bordel, un peu rapidement d'ailleurs, parce que en fait, il n'est pas sûr du tout que le marché prioritaire de ces films ait été les maisons de tolérance. En fait, on ne sait rien sur ces films. On ne sait rien parce que c'était des films sans générique, ou avec des génériques complètement rigolards, avec des pseudonymes marrants. Donc on ne sait pas grand-chose, ni sur les réalisateurs, ni à plus forte raison sur les techniciens, et encore moins sur les acteurs et les actrices. Pendant la période du cinéma muet, les films pornographiques se tournaient bien souvent en parallèle des films plus respectables, avec les mêmes équipes et les mêmes décors, en espérant qu'ils les nettoyaient entre-temps. C'était une production tellement fauchée. C'était un opérateur qui venait avec son matériel, qui l'installait, comme vous venez d'installer votre caméra, et qui filmait 2-3 personnes dans un coin de décor généralement nu, avec à la limite un lit, ou une table et quelques chaises, et qui filmait en une journée, bien entendu. Après, on remballait tout, on s'en allait. Comment circulaient ces films à l'époque ?
On peut imaginer que certains très riches amateurs possédaient des projecteurs et un petit équipement qui leur permet de projeter ces films. Le marché a été complètement modifié, bouleversé, on peut dire, avec l'arrivée des petits formats. Et là, le marché est devenu un marché domestique, c'est-à-dire que les films pouvaient être diffusés beaucoup plus largement, et donc les copies pouvaient être vendues à un prix abordable à un public beaucoup plus large. Mais c'était toujours clandestin. La Deuxième Guerre mondiale a-t-elle vu ce cinéma évoluer ? Les autorités allemandes vont libéraliser beaucoup la tenue de spectacles dans les maisons closes. Et on va même créer, pendant l'occupation, une licence permettant des spectacles érotiques dans les maisons closes. Quand commence vraiment l'âge d'or du cinéma X ? En France, on va quand même attendre 1973-14 pour voir arriver la vague. Mais nous sommes encore au niveau du soft. Simplement, par rapport à la censure, à chaque fois, on gratte un petit quelque chose. Et puis, en 1974, on va rentrer dans le vif, c'est-à-dire que vont sortir sur les écrans des films pornographiques. Les pouvoirs publics vont prendre des dispositions devant cette déferlante extraordinaire et vont créer le classement X. C'est qu'on va frapper au portefeuille et enfin, il y aura une interdiction absolue, totale de la publicité. Alors, vous imaginez, un film sans publicité, le titre, point. Dès les années 80, le phénomène est terminé. Il n'y a plus de grande exploitation de cinéma pornographique français. À cette époque, qu'est-ce qui fait la différence entre le cinéma X français et les autres ? Il y a eu surtout une nouvelle génération qui est arrivée, qui était des cinéphiles fous. Et pour vous donner un exemple, l'un des plus grands films, à mon avis, de l'époque, c'était Mes nuits avec Alice, Pénélope, etc., qui, au départ, devait s'appeler La Grande Baise. Il s'appelait La Grande Baise, pourquoi ? Parce que c'était un film qui reprenait l'argument de La Grande Bouffe. Donc, vous voyez, il y avait une relation directe avec le grand cinéma de l'époque. C'était carrément un hommage de sa part. Parlez-nous du succès du film Emmanuel, qui cumule jusqu'à aujourd'hui 9 millions d'entrées en France. Emmanuel est un film soft. Ce n'est pas un film pornographique, mais c'est le phénomène de l'exploitation du cinéma sexy. À l'époque, quand même, ça avait fait bouger les lignes, parce que tout d'un coup, on s'était dit « Ah, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut frôler les frontières de l'acte sexuel non simulé, sans y arriver, bien entendu, puisque c'est encore une fois un film qui était délibérément soft. » Comment a évolué le cinéma X dans les années 80 ? La projection d'exhibition sur Canal+ va marquer à la fois le glas de l'exploitation en salle et l'apparition de la pornographie à la télévision, puisque ça va être le porno du samedi soir de Canal qui va obtenir un succès foudroyant que beaucoup de gens continueront à voir même alors qu'ils n'ont pas payé la redevance pour qu'il soit décrypté. Donc ils vont voir le film décrypté. Mais en tout cas, ça va être l'invasion donc par les nouveaux médias par la pornographie, avec en point d'orgue désormais Internet. Sachez également que Lars von Trier a financé ses films, notamment grâce aux revenus de sa société spécialisée dans le X. Et je ne vous parlerai même pas de plus ou moins geek. Un grand merci à ce monsieur historien du cinéma X, monsieur Jacques Zimmer, qui nous a très très bien accueillis chez lui. On fait monter encore la température d'un cran avec Nico et des Baptiste. trucs quand t'as dit ça. Rubrique Histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, on travaille sur quel dossier aujourd'hui avec Baptiste ? La vie éternelle. C'est parti ? C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez The Fountain, la série et les films Highlander, Dorian Gray, Time Out de Andrew Niccol ou encore le jeu vidéo Lost Odyssey. Bon patron, avec Baptiste, on a bien enquêté sur le dossier de la vie éternelle et je vais commencer sur le thème du vampire. Vampire, vie éternelle, vie après la mort. Il y a quelque temps, un magazine très connu américain a fait de la une de son édito « Nous avons découvert un vampire » en Bulgarie. Le corps daterait grosso modo de 700 ans. Il comporterait toutes les caractéristiques des fameux films de vampires, le fameux Dracula ou autres. Canines arrachées, tête découpée, cœur perforé. Existe-t-il une réalité derrière ce fameux dossier ?
En tout cas, patron, pour la partie sciences et nouvelles technologies, on va surtout parler de cellules souches. Vous savez, les cellules souches sont les petites cellules qui vous ont formé lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Ce sont des petites cellules qui ont la capacité de prendre la forme qu'elles souhaitent. On peut ainsi la transformer en organes, en muscles, en os. D'ailleurs, un laboratoire américain, actuellement, fait déjà pousser 22 types d'organes. Ces mêmes organes sont, par un autre laboratoire, construits directement à partir d'une imprimante qui va déposer une couche de cellules souches, puis une couche de protéines, et ainsi de suite, pour véritablement modéliser en 3D l'organe fonctionnel. J'ai un deuxième point qui est très intéressant, qui est peut-être le point culminant du mythe de la vie éternelle. La fameuse fontaine de jouvence, que l'on peut voir dans l'un des Pirates des Caraïbes, ou la fameuse scène avec Richard et Jacob dans Lost. Est-ce que cette fameuse fontaine existe? En tout cas, bibliquement et historiquement, elle est relatée dans la Bible comme alimentant le paradis, le fameux jardin d'Éden. Est-ce qu'il existerait un endroit sur notre planète où on pourrait disposer de la vie éternelle? Toujours en parlant de cellules souches, le problème c'est que ce sont des cellules originelles, et donc elles viennent de vous à l'état embryonnaire. Des chercheurs japonais ont réussi à inverser le processus cellulaire humain en reprenant un morceau de cellules de peau à partir du bout d'un doigt pour la faire revenir à son état originel, son état de cellules souches. Je suis obligé de vous raconter une petite anecdote. Le Dr Faust, un personnage connu européen qui a inspiré une pièce de théâtre ou des romans, a contracté un pacte avec le diable lui-même en échange d'un amour éternel auprès de la fille du village. J'ai l'impression que derrière la vie éternelle, en tout cas dans nos origines historiques, qu'il y a toujours un deal plus que dangereux. Alors maintenant, patron, je vais vous parler de nanomachines. Les nanomachines sont des petits produits mécaniques à l'échelle nanoscopique qui vont rentrer dans le corps et pouvoir guérir certaines maladies. Elles seraient tellement petites qu'elles pourraient agir directement sur le noyau des cellules. Ça implique énormément de choses, patron. Ça veut dire qu'on pourrait reprogrammer directement la cellule au niveau ADN, au niveau génétique, pour directement soigner les maladies avant même qu'elles ne se déclenchent. Pour mon dernier point en histoire, je vais vous parler d'un personnage mythologique, Ulysse. Il a passé la plupart de sa vie sur une île avec une nymphe. La nymphe de cette île lui propose un marché en lui disant « Écoute, je te propose la vie éternelle si tu restes à mes côtés. » Quel choix drastique. Et maintenant, patron, un dernier point. Des chercheurs ont réussi à faire en sorte qu'un cerveau de rat soit capable de reconstruire des neurones. Ça implique énormément de choses, notamment dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Mais dans un avenir proche, moyen, nous pourrions appliquer ça à l'homme pour vous redonner le cerveau de vos 20 ans, les organes que vous aviez 40 ans auparavant, et vous ne tomberiez jamais malade. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que ces technologies, nous les touchons véritablement du bout du doigt et que nous pourrons significativement augmenter la durée de vie humaine d'ici peut-être quelques décennies seulement. Mixer ces 3 technologies et nous serons peut-être un jour éternellement vivants. Nous espérons que ces informations auront été utiles à l'organisation. De la vie éternelle à une série qui restera pour moi éternelle, il n'y a qu'un pas. Rubrique série télé avec David. Moi, je vais vous plonger dans les années 60, messieurs, dames. Je vous parlais du prisonnier, mais avant de vous parler du prisonnier, je suis obligé de vous parler d'une autre série. Destination Danger. Oh, alors j'adore. À l'époque, Patrick McGowan, c'est le comédien le plus connu grâce à cette série Destination Danger où il incarnait un espion. Et à la fin de la série, en 66, il dit tiens, je voudrais prolonger l'aventure de cet agent secret. Pour une question de droit, il ne pourra pas. Et va naître la série Le Prisonnier, dont on va voir quelques images. Ah, la musique extraordinaire. Patrick McGowan, toujours aussi beau. Regardez-moi cette réalisation, vous allez voir l'énergie du truc. Quand il rentre chez lui, vous allez voir le plan. Alors, c'est un peu les mêmes couleurs que dans Chapeau melon et bottes de cuir, je trouve. Mais complètement. Alors, le démission, il est hyper important parce que dans Le Prisonnier, le pitch, c'est un agent secret qui démissionne. Regarde. Attention. Regarde-moi ça, et la voiture derrière, c'est dingue. Et ça, c'est que comme ça, la série, quoi. Mais McGowan était un grand créatif en termes de réal, en termes d'écriture. Voilà. Donc, incroyable. Le Prisonnier, c'est quoi? C'est un agent secret
qui va donner sa démission au début du premier épisode, et là il se fait kidnapper et il se réveille dans un village qu'on appelle le village. Un Voilà. secret dont on ne connaît pas le nom. Dont on ne connaît pas le nom. Qui peut être celui de Destination Danger. Voilà, exactement. Donc il se réveille dans le village, il ne sait pas du tout ce que c'est, tous les gens sont hyper formatés, ils portent des costumes un petit peu bizarres, ils marchent un peu à la même cadence, ça rappelle quand même des trucs un peu chelous. Et il essaie de trouver où se trouve ce village, il va tout de suite chez un... Il y a des petits magasins où tout le monde est très gentil. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Je veux une carte. D'accord, je vous donne une carte. Il lui donne une carte, c'est marqué le village, montagne, 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 montagne. Il dit non, je voudrais une carte plus grande pour savoir ce qu'il y a derrière. Le mec lui sort la même carte, mais elle est plus grande. Voilà. Et on va l'emmener auprès de numéro 2, qui est apparemment le responsable de ce village. Alors il arrive, il dit, qui êtes-vous? Je suis numéro 2. Ben, alors, qui je suis? Ben, moi, vous êtes numéro 6. D'où la célèbre phrase culte. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Phrase qui commence la chanson d'Iron Maiden qui s'appelle The Prisoner. Tout pas dans un épisode de Simpsons où ils ont parodié ça. Oui, exactement. Ils ont tout parodié. Oui, ils ont tout parodié. C'est vrai. Donc voilà, et la grande quête du prisonnier, c'est de savoir qui est le numéro 1. Donc voilà, alors, série complètement barge, on a raconté plein d'histoires cheloues du genre McGowan, il pouvait pas écrire les textes parce qu'il était sur des longs métrages, la fin a été torchée en 2 jours. Ce qui est complètement faux, McGowan, ça met complètement malin, intelligent, cette série, il l'a conçue de A à Z. C'est juste une énorme critique de la société de consommation. D'ailleurs, il y a des images très fortes qui reviennent. Ça, c'est ton analyse, parce qu'il a jamais voulu expliquer ce que c'était. Hein. Ouais, McGowan n'a pas trop expliqué souvent beaucoup de choses autour de cette série. Mais par exemple, il y a une image qui revient souvent, c'est l'homme qui croule sous une sphère. Il y a eu, au milieu du village, vous avez un village qui est réel, Port-Méron. Est-ce que tu sais qui a écrit la musique du dernier épisode? Alors là, tu me C'est colles. Fabrice de RTL. Voilà, ça c'est un bonus incroyable. Mais c'est vrai qu'ils composaient. Je me souviens plus du pseudo, mais c'est du twist. Voilà. Par exemple, le QG de numéro 2, c'est une sorte d'énorme boule sphérique forcément, mais avec plein d'écrans, une sorte de Big Brother avant l'heure. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'autre fois j'ai parlé de Krull, Peter Yates a réalisé des épisodes de Destination Danger. Alors, le prisonnier, justement, dont le dernier épisode est extrêmement décrit. Alors, je veux pas spoiler parce que on va juste dire que la vie est un éternel recommencement. Voilà, comme ça, vous l'avez. Mais ceci étant dit, quand on regarde toute la série, on comprend. On se doute de ce qui va se passer. Quand il chope le numéro 1 qui a un masque, on vous dit pas, on se doute de ce qui va se passer. Alors, ce qui est dingue, c'est que au dernier épisode, toutes les chaînes locales ont été inondées de coups de fil, mais furieux, disant Patrick McGowan est un escroc, on veut le buter, ses enfants ont été maltraités à l'école, il y a eu des pierres qui ont été jetées sur sa baraque, il a dû déménager en 4e vitesse pour pas avoir de soucis. Franchement, c'est un truc complètement contestataire, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte que McGowan, son truc, il a pensé vraiment de A à Z. C'est comme tu dis, c'est très inventif sur la réalisation. Ça parle de ce qu'il a vécu en faisant Destination Danger. Mais complètement. Il y a des choses qui sont en fait hyper fins, hyper intelligents. Il y a cet épisode avec l'ordinateur qui contrôle tout. Et en fait, il a réponse à tout. Et à un moment, il arrive à le détruire en lui posant une question. Je crois qu'il lui demande quoi ou pourquoi. Simplement ça, l'ordinateur ne peut pas répondre, il s'autodétruit. En fait, c'est comme beaucoup de trucs, comme Steak aussi, finalement. C'est des films qui, quand ils sortent, personne ne comprend, parce que les gens, ils sont un peu... Et au bout d'un moment, ça s'installe et ça devient intouchable. Je remercie le site du Rôdeur, c'est l'association française du prisonnier, qui a relevé en fait les scénarios oubliés, ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout de l'écriture, notamment McGowan, qui devait rencontrer Saint-Exupéry dans le village. Il y a même un épisode, il y a 2 épisodes à noter. Il y en a un où il était en tournage, donc il n'est pas dans l'épisode, et il a un autre visage parce qu'il n'était pas présent. Et il y a un autre épisode aussi qui est un hommage au chapeau melon et bottes de cuir, un clin d'œil à la série. Il y a une adaptation BD par Jack Kirby. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on a tous un truc à dire dessus. Le prisonnier, c'est une série vraiment à découvrir pour toutes ses multiples facettes. Allez, un autre qui a des multiples facettes, c'est François. François, à toi de bosser. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Ouais, donc ça y est, c'est officiel. Hollywood va adapter plus ou moins Glitch au cinéma. Donc il y aura plein de stars hollywoodiennes. Et moi, j'ai tout de suite demandé Robert Pattinson. Non, pas pour lui, non, pas pour lui non plus. Non, pas pour elle, c'est ridicule. Pour moi, pour jouer moi. Allô ? Aujourd'hui, le talent du web du jour, c'est un réalisateur de court-métrage. Vous rêvez sans doute d'être invité chez une jolie fille? Eh bien, ça va vous calmer. Rencontre avec le réalisateur Romain Lambert, auteur du court-métrage Le baiser du vampire. I'm so sorry about that. I just don't want to risk my boyfriend finding out about this, okay? Okay. It's okay, I got this, no problem. Quel est le pitch de ce film? Alors le pitch du baiser du vampire, c'est que on a un couple de femmes dont l'une est une vampire. Et l'idée, c'était de présenter cette vampire dans un environnement contemporain, en plein milieu de l'électroménager, et pour vraiment créer un décalage avec tout
tous les films de vampires qui sont faits aujourd'hui, qui reprennent les idées gothiques, un peu usées des films de la Hammer. Mais quelles sont tes inspirations pour ce film ? Alors le film est un croisement entre plusieurs inspirations, dont les films de Roman Polanski, c'est Huis clos particulièrement, parce qu'ils sont toujours très à la fois angoissants et très psychologiques, où les personnages sont très torturés. Et donc les films de la Hammer, les gothiques italiens de la même époque, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Mademoiselle, je suis moi aussi tout à fait disponible à venir vous voir. Ah non, c'est vrai, c'est des vampires. Quoique ça peut être sympa. Hein. Comment as-tu réparti ton budget ? La moitié du budget, qui est de 800 €, est passée principalement pour la location des lumières et la location du matériel son. Et le reste, c'est les frais pour manger, tout simplement, pour accueillir les gens à Paris. On a tourné sur un week-end, en 48 heures, ce court-métrage. C'était assez tendu, parce que ça fait en gros 5 minutes utiles par jour, mais on y arrivait. J'étais très rassuré. Ce court-métrage possède une petite particularité. Peux-tu nous dire laquelle ? Donc le film, effectivement, est tourné dans 2 appartements différents, parce que dans mon appartement, je ne pouvais pas faire beaucoup de décors. J'avais pas de salon, par exemple, alors j'ai dû emprunter celui de ma tante. C'est elle qui m'a passé ces peintures, en fait, qui jouent un véritable rôle dans le film. Quels sont les films qui t'ont donné envie de passer à la réalisation ? Les films qui m'ont donné envie de faire de la vidéo, des films, c'était Star Wars à l'origine, où j'étais très fan, et puis j'ai commencé à créer des montages, des bandes annonces, des clips à partir des vidéos de Star Wars. Et de là, après, j'ai fait de la vidéo, et puis une chose entraînant une autre, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Pourquoi cette attirance pour le thème du vampire ? Le vampire, ça va permettre de parler de problèmes personnels, émotionnels, et aussi un peu d'évoquer la société autour de nous. Bon, si je l'aborde pas directement dans Le baiser du vampire, il y a quand même un contexte, c'est à savoir que on se retrouve pas en 1800 et des pépettes à suivre un personnage, c'est vraiment un vampire aujourd'hui, au milieu de l'électroménager, entre la machine à laver, les fours. Donc le film que j'adorerais faire, il y en a 2. Donc l'un, c'est mon prochain projet qui est réduit, c'est un court-métrage, mais qui va parler de vampires dans un hôpital. Rien que l'idée, je trouve ça cool. Et un autre qui aborderait le mythe du vampire pendant l'occupation en France, l'occupation allemande en France. Où peut-on regarder Le baiser du vampire ? C'est ça qui est important. Le baiser du vampire est en ligne. Il suffit de taper Le baiser du vampire. Ouh là là Tout ce sang, ça a quand même calmé mes ardeurs. Merci Romain. Voilà Romain Lambert, dont on va continuer aussi à suivre le parcours, puisque vous savez qu'on donne nous la parole aussi aux réalisateurs de courts-métrages, peut-être des gens dans lesquels, pas dans lesquels tu joueras, mais dans lesquels tu te retrouveras dans les prochains films en tout cas. Moi je veux Rurik Salé dans mon rôle si on fait une adaptation de... Ah moi aussi. Rurik Salé jouera tous nos rôles, et en attendant qu'il s'entraîne, qu'il répète, on voit la shopping list avec Franck. Tout de suite, la shopping list. Et on commence cette shopping list par les jeux vidéo et on va parler de Batman Arkham City. C'est sur la Wii U et vous serez plongé dans la peau de Bruce Wayne grâce à votre tablette tactile et vous devrez capturer le méchant Joker. Halo 4, c'est sur Xbox 360 et dans ce jeu, vous avez la possibilité de jouer jusqu'à 4 personnes en multijoueur. Et si vous n'avez pas d'amis comme moi, eh ben vous pouvez jouer jusqu'à 16 combattants en ligne et c'est totalement fou. Mystery Men, c'est... Mais c'est jamais de ce côté normalement. Ça doit être l'effet 21 décembre 2012. Enfin bref. Mystery Men, c'est à retrouver chez Universal Studios. C'est une comédie avec Ben Stiller sur des super-héros de seconde zone qui vont devoir délivrer le capitaine admirable capturé par Casanova Frankenstein.
Wrong, le film de Quentin Dupieux, est à retrouver en DVD. Si vous êtes le genre de mec arty et totalement fou, un peu comme moi, eh ben vous aimerez obligatoirement ce film sur un mec qui a perdu son chien et qui va croiser plein de protagonistes qui vont lui raconter totalement n'importe quoi. C'est la phase la plus importante. Et vous devez retrouver Maître Chang, c'est très important. The Day, c'est chez Wildside Video en Blu-ray et c'est 5 personnes dans un univers post-apo qui vont devoir trouver un refuge. Ils vont aller dans une maison, mais malheureusement c'est un immense piège. Et c'est tourné avec 3 francs 6 sous. Je me suis toujours demandé ce que voulait dire cette expression. Tout le monde en place, on tourne. Ah, excusez-moi, j'étais aux toilettes. Les Voisins, c'est une BD pour toutes les personnes qui ont un appartement calme, chaleureux, paisible, mais avec juste un défaut, les voisins. Et puis ils nous pourrissent la vie. Oh, c'est pas un peu fini ce bordel? Ça va, j'ai bientôt fini. Oh, m'énerve. Persona 4 The Animation, c'est à retrouver chez Kazé et ça raconte l'histoire de 3 jeunes garçons qui vont regarder la télé à minuit et qui vont être projetés dans un monde parallèle où là, ils vont être confrontés à une part refoulée d'eux-mêmes. Heureusement que moi, j'en ai pas. J'adore peindre les portes. Vivement que ça sèche pour que je puisse passer la deuxième couche. Rising Star, c'est chez Delcourt, l'histoire d'une boule de feu qui va s'écraser sur une petite ville américaine et les nouveau-nés vont disposer de super pouvoirs et nous les appellerons les spéciaux. Mais malheureusement pour eux, le gouvernement va vouloir les neutraliser. Kissinger et nous, c'est à retrouver chez Glénat avec une histoire qui se passe au Chili pendant la guerre du Vietnam avec des socialistes, des péruviens et une intervention de la CIA. C'est totalement fou et ça m'a donné envie de manger du chili. Ou vietnamien. Billy Brouillard, c'est chez Soleil. C'est un jeune garçon qui va vivre des aventures hors du commun et même que dans ce tome, il va rencontrer une sirène. La mise en page et les illustrations sont magnifiques, j'ai limite envie de dire que c'est un coup de cœur de la shopping list. Punisher Max, c'est chez Panini Comics et cette BD va plus se pencher sur l'histoire de Frank Castle, dit aussi le Punisher, et nous reviendrons sur ses souvenirs de prison ainsi que sur la mort de son entourage. Ah, les souvenirs de prison. Une fois que j'aurai fini de tailler ce pic, je pourrai sortir de prison. Le petit nouveau, tu veux pas ramasser mon caillou? Ouais, bien sûr. Mais il est où son caillou? Je me suis encore fait avoir. Le dernier homme, c'est chez Dupuis. Le pitch est simple, c'est un homme qui est trop timide pour rencontrer des femmes, donc il va noter son numéro de téléphone sur des bouts de papier et va les glisser dans les sacs à main. Va s'en suivre tout plein de péripéties et même qu'à la fin, il tombe dans les... Dreamland, c'est chez Pika Édition, un manga français de Renaud Lemaire, un Montpelliérain à qui je dis bonjour, même s'il ne me connaît pas. Enfin bref, ça nous plonge dans le monde des rêves avec des adolescents qui ont des super pouvoirs. J'adore ce manga. Et voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse ou alors même vos mails de félicitations parce que je suis un vrai professionnel. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et on commence tout de suite. Ça. Ah merde! Doubles qui sont refoulés. Non, c'est pas ça. Comme par exemple Eric Judor qui joue le mec d'un rôle qui a un accent pourrave. J'y arrive pas. Bon, c'est vrai que j'ai fait 2-3 petites erreurs, 3 fois rien. Hein. Le plus important, c'est quand même de retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Allez, salut! Moment traditionnel et un petit peu rendez-vous de cette émission qui nous clôture, les plus. Alors, RL, qui t'a le plus séduit? Alors en fait, j'aime bien Eric et Ramsey, mais j'aime pas leur film, mais peut-être celui-là pourrait m'intéresser, ouais. Laurent? Moi j'ai vu tous vos trucs et la poésie japonaise, je suis sûr qu'elle va m'offrir un recueil, un best-of. Seb? Moi ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Le Prisonnier, il faut que je le fasse pour ma culture personnelle, donc je vais te suivre toi David. Fred? On va dire Le Prisonnier aussi. Roger, donc, vous allez me suivre, mais ça va pas être discret, les gars. Rurik? Bah écoute, Le Prisonnier, je connais par cœur, mais j'adore. Mais il y a un truc, même si j'ai habité au Japon et que j'adore, je n'ai jamais compris les haïkus. Donc j'ai envie de m'y intéresser grâce à toi. On fera un cours après. S'il te plaît. Voilà, ça vous a peut-être donné envie de prolonger l'aventure. Dans nos chroniques et aussi sur les réseaux sociaux tels que Geekbook, Geekter, il y a aussi une appli geek, un site internet, un forum, il y a des emails, des tam-tams, des tatous, enfin des pigeons voyageurs, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Plus ou Moins Geek et son univers. Pneumatique aussi. Pardon? Il y a le pneumatique, tu sais, le truc qui passait sous Paris où tu avais des tuyaux qui emmenaient les messages. Rurik, nous le rappelons, est né en 1722. Oui, s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, 2 petites choses pour finir. Aucun âge, aucune limite d'âge pour se revendiquer Plus ou Moins Geek. Et un bon geek est un geek curieux. Allez, on fait au revoir à la caméra. Au revoir, caméra.